Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste et animateur chez Weekend Radio et notamment pour les webinaires, les tournages de Jeunes Explos. On entame notre 20e édition cette année. On est très, très, très heureux. On est à brancher sur mon avenir aujourd'hui parce qu'on organise pratiquement chaque semaine avec Jeunes Explos des webinaires où on parle à des mentors. Puis le mandat de Jeunes Explos en tant qu'organisme à but non lucratif, c'est d'aider les jeunes à découvrir des domaines, à leur faire essayer des emplois. On leur offre des stages d'un jour aussi qui sont disponibles notamment par le biais du site web, les réseaux sociaux de Jeunes Explos. Et cette semaine, ben, c'est la semaine thématique des transports. Alors, j'en profite pour dire un gros, gros merci à notre partenaire qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, communément appelé MTQ. Aussi, ça peut vous dire quelque chose. Alors, un gros, gros merci. Si vous avez des questions pour nos invités aujourd'hui, nos mentors, évidemment, il n'y a pas de questions niaiseuses. Au contraire, je vous invite à les marquer juste en bas de votre écran. Vous voyez un message de Jeunes Explos. Bonjour, merci d'être présent. Vous allez dans le chat, dans la boîte de conversation, vous écrivez votre question. Moi, je fais le relais avec nos invités et je le réitère, il n'y a pas de questions stupides. Au contraire, je vais même les mettre en priorité. Donc, branché sur mon avenir aujourd'hui, semaine des transports avec Jimmy Dubé, qui est conducteur de Chasse-Neige. Merci d'être là, Jimmy. Mélanie Pratt, technicienne en administration, santé et sécurité. Un gros, gros merci d'être là, Mélanie. Et Caroline Roy, technicienne en exploitation aéroportuaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, peut-être en commençant par Jimmy, tiens, Oui. pourquoi? Parce qu'on va se tutoyer aussi, il faut savoir, là, on parle aux jeunes. Jimmy, toi, personnellement, pourquoi tu tenais à participer aujourd'hui, à brancher sur mon avenir, puis à parler de ton domaine et de ton métier aux jeunes? Ben, moi, dans le fond, faire une histoire courte, j'ai un de mes amis qui avait donné son nom. Ben, à l'époque, c'était avec les concours. Il s'est fait appeler après 4 ans. Puis, en tout cas, il me teasait un petit peu, dans le fond, lui, quand il était rentré, à savoir comment que ça fonctionnait au ministère, puis c'était quoi les horaires, tout ça. Fait que ça m'a comme donné un petit, pas un coup de pouce, mais quelque chose qui m'a fait, je vais aller faire les concours à l'époque parce qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Fait que je trouvais qu'au niveau des horaires, de la façon qu'il me le parlait, que c'était quelque chose qui aurait été intéressant. Et puis, j'étais déjà dans le domaine du camionnage, fait que en partant, ça faisait déjà, c'était déjà un plus par rapport à mon domaine. Puis, ça fait 7 ans déjà là, que je suis au ministère. Fait que, et voilà. 7 ans quand même, donc toujours à ta place aussi. Oui. Mélanie, technicienne en administration, santé, sécurité, pourquoi tu tenais à venir nous parler, à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos de ton domaine et de ton emploi? En fait, moi, je suis au ministère depuis 2019. Jadis, j'ai été à la CNESST comme agent d'indemnisation, fait que toujours dans le secteur de la santé-sécurité. Mais avant, on avait plus le fait de réparer hein, des lésions. Maintenant, c'est le prévenir. Puis le fait de jeune explos, surtout on a souvent des fois les fonctionnaires la mauvaise réputation que c'est plate, il n'y a pas beaucoup d'emplois, il n'y a pas beaucoup de diversité complètement ailleurs. Puis c'était vraiment le but de faire connaître, en fait. Oui, la santé-sécurité, pour moi, pour ma part, mais j'ai des collègues, là, moi, je fais Chaudière-Appalaches et Chibougamau, complètement deux opposés. Fait qu'on voit quand même deux secteurs, deux passionnés. C'est des passionnés qu'on a au ministère. Fait que c'est vraiment de faire connaître aussi la diversité d'emplois qu'on peut avoir au ministère, mais surtout les personnes, les personnages qu'on peut avoir au ministère, les gens, les collègues de travail qui sont, c'est une belle famille, en fait, qu'on a. Fait que c'est Une belle vraiment faire famille. connaître. Ça va servir aujourd'hui, justement, ça a l'air, avec ce que vous me dites, avec ce que tu me dis, Mélanie, à briser des préjugés peut-être qu'on a aussi. Il y en a sur tous les domaines, ça c'est très intéressant. La dernière, mais non la moindre, Caroline, technicienne en exploitation aéroportuaire. Pourquoi, Caroline, tu tenais à venir nous parler à Jeunes Explos aujourd'hui de ton emploi? Je suis super heureuse d'être ici parce que je me remets à la place des jeunes au secondaire, tout ça, puis c'est pas toujours facile de se faire une idée. Moi, j'ai hésité entre le génie civil, l'architecture, le graphisme. Ça me stressait, en fait, là, de prendre des décisions, tout ça. Je connaissais personne qui travaillait dans les domaines que je voulais me diriger. Donc, puis ce genre d'événement-là n'existait pas. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est une belle opportunité de venir faire connaître des nouveaux domaines aux jeunes avec des témoignages de gens qui travaillent déjà dans le domaine. Déjà dans le domaine. Ben, merci à vous trois vraiment d'être là. Merci à tout le monde qui est là. Je ne sais pas si c'est des jeunes ou peut-être des conseillers d'orientation, des conseillères d'orientation, mais merci à vous d'être là. Je réitère, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte de commentaires. Il n'y a pas de questions niaiseuses, au contraire, je vais faire le relais. J'aimerais savoir, peut-être Caroline était sur une bonne lancée aussi. Caroline, technicienne en exploitation aéroportuaire,
Bon, le mot technicienne, j'imagine, ça a rapport avec la technique qu'on peut faire au niveau des études académiques. Mais genre, dans tes mots, pas vraiment la définition théorique, mais dans tes mots, Caroline, c'est quoi une technicienne en exploitation aéroportuaire? Ben, d'abord et avant tout, il n'y a pas de diplôme d'études collégiales en aéroportuaire. Ça n'existe pas encore. Donc, il y a une multitude de domaines qui vient se raccrocher à ce type d'emploi-là. Moi, j'ai fait un cours en architecture. J'ai beaucoup de collègues qui sont en génie civil, en géomatique. Il y en a même en administration. Donc, tout ça pour dire que nous, notre rôle, c'est en fait, on a 12 aéroports sous notre responsabilité, 7 héliports au ministère des Transports. Et notre rôle, c'est de s'assurer que les infrastructures sont en bon état et sécuritaires pour les opérations aéroportuaires. Donc, on fait toutes sortes de travaux d'entretien, on fait des travaux de plus grande envergure, des agrandissements, tout ça. Et, Mélanie, technicienne en administration, santé, sécurité, dans tes mots, le métier consiste en quoi exactement? C'est quoi tes tâches et responsabilités? En fait, là, contrairement à Caroline, nous, il existe une technique là, maintenant, là, c'est technique en environnement, hygiène et sécurité au travail, qui est disponible autant au Cégep de Jonquière, Cégep de Saint-Laurent aussi de mémoire, puis sur le Tracy approximatif. Initialement, nous, moi, en fait, je vais sécuriser. Sécuriser, puis vraiment pas sécuriser dans le sens de, au niveau là, de l'endroit ou quoi que ce soit. Oui, ça touche aussi ça, mais au niveau des tâches principalement. On a au ministère plus de 8000, hein, plus 8000 employés, fait qu'on passe de l'agent de bureau jusqu'au directeur hein, qui fait des tâches plus tech, plus bureau, comme on pourrait dire, ou comme Jimmy, là, des opérateurs, venant des ouvriers, des chefs d'équipe, des techniciens qui sont terrain. Donc, c'est sûr et certain que la grosse majorité tu ne le cacheras pas de nos risques, nos risques en santé et sécurité ou nos risques au travail sont vraiment plus terrain on se le cachera pas. Il y en a au bureau, mais c'est un peu moins pire. Fait que ça va être vraiment de former les gens sur comment faire la tâche. C'est quoi les équipements de protection individuelle aussi qu'on utiliser parce qu'on est régi par des lois, des règlements, des normes aussi. C'est vraiment très, très diversifié. Fait qu'on a un terrain de jeu immense, mais tout ça, le but premier est que les travailleurs tels que Jimmy ou Caroline ou les 8000 autres de mes collègues reviennent à la maison sans blessure, sans blessure minime, sans blessure grave, voire même du mortel, parce que malheureusement, en milieu de travail, on en a quand même beaucoup. Fait que, puis on touche à tout. On touche complètement à tout. On forme beaucoup les gens euh, pour justement là, leur apprendre ou les accompagner aussi, surtout à voir comment faire leur tâche sécuritairement. Et Jimmy, outre être protégé par, par Mélanie, toi, en tant que conducteur de chasse-neige, on s'entend, on a une idée, parce que j'imagine qu'il y a un aspect qui est très manuel, on en voit parfois sur les routes, mais outre ça, dans tes mots, parce que c'est pas juste chauffer quelque chose, puis c'est beaucoup plus que ça, j'ai l'impression. C'est quoi un conducteur de chasse-neige exactement? Bonne question. C'est que c'est pas juste souvent un peu ce que Mélanie disait, ça leur rejoint un peu les gens pas de mauvaise perception, mais en tout cas, les entendus dire qu'ils nous voient aller dans le chasse-neige, je vois que ça a l'air très simple, mais au fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Moi, je viens du domaine du camionnage. Alors, tu sais, 53 pieds, puis une charrue, charrue, excuse-moi, un chasse-neige, c'est un camion, mais c'est pas la même chose. Il faut faire attention au niveau de notre vitesse, faire attention aux piétons, faire attention aux véhicules. Il y a beaucoup de coordination que ça prend à ce niveau-là. En gros, c'est à peu près ça, là, je dirais. Mais ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'angles morts sur un camion de cette grosseur-là. Fait qu'ils pensent à ce qu'on en voit quelques-uns là, qui s'essayent quand même. Mais ça n'a pas l'air aussi facile. Ça vient comme une habitude, à un moment donné, à force de le faire, nous, on vient habitué, mais je te dirais que même en étant habitué sur des camions, en tombant sur les charrues, ben, c'est pas le même monde. C'est deux mondes complètement différents. C'est ce que les gens, en tout cas, ils voient des fois, comment je pourrais dire ça, ils nous voient une fois puis ils sont capables de résumer, mais c'est plus que ça, dans le fond. C'est plus que ça. Fait que, Oui. justement, parlons d'une journée typique ou peut-être une semaine typique, une journée, c'est peut-être trop serré. Jimmy, justement, encore une fois, tu étais sur une belle lancée. Raconte-nous un peu ta semaine parce qu'il faut dire, avant qu'on commence le webinaire, les trois, je ne sais pas si vous connaissiez beaucoup, mais vous discutiez quand même. Puis, justement, je ne sais pas si c'est Caroline ou Mélanie qui disait, il y en a qui ont l'impression que c'est peut-être facile être conducteur de chasse-neige, tu conduis au final toute la journée, mais c'est plus que ça. Puis même, on disait, il y en a là, qui, si t'es pas fait pour ça, il y en a qui
pleurerais en revenant à la maison parce que c'est un très beau métier, mais c'est exigeant aussi. Mais j'aimerais ça savoir, une semaine typique quand on est conducteur de chasse-neige, ça peut ressembler à quoi là, du matin jusqu'au soir? C'est-à-dire que nous autres, dans le fond, au ministère, contrairement, mettons, à des sous-traitants là, qui travaillent pour le ministère, s'il neige, ben là, c'est sûr qu'il y a des opérations. C'est un chiffre de 12 heures. Tout dépendamment des CS, ce pas les mêmes chiffres partout. Nous, il faut se présenter quand même au travail, même s'il n'y a pas de précipitation dans la journée. C'est par rapport au fait que faut aller, mettons, je vais dire, aller boucher les trous, aller sécuriser des endroits, mettons, des glissières qui ont été brisées, c'est d'aller voir s'il y a des sorties de route. C'est pas juste une question de gratter en tant que tel. C'est vraiment, ça englobe tout ça. Là. Fait qu'il y a toujours de quoi à faire. Mais on est quand même, on est très bien encadré ce côté-là. Là. Mais c'est des chiffres de 12 heures. Ça, c'est sûr que ça pourrait peut-être, comment je peux dire, rebooter quelques personnes, mais c'est 3 chiffres de 12 heures dans le fond de la semaine, 4 chiffres. C'est une semaine de 4 jours puis une semaine de 3 jours dans le fond. Là. Mais c'est le fun. Moi, j'aime bien ça. C'est plaisant aussi, puis ça change la routine au final. Il y a quand même un aspect malléable. Pour savoir peut-être, Mélanie, technicienne en administration, santé, sécurité, une journée ou une semaine typique, là, du moment où tu arrives au bureau en télétravail, du moment où tu repars, ça ressemble à quoi cette semaine-là environ, tes tâches, responsabilités plus précises? En fait, il y a une version été, version hiver. Été, on est beaucoup sur le terrain, beaucoup sur les chantiers, à accompagner les gars aussi au niveau des chantiers de construction, des tâches, des diverses tâches qu'il peut y avoir au ministère, versus l'hiver. L'hiver, exemple, là, on va aller peaufiner un petit peu nos programmes de prévention, nos programmes de formation aussi, nos aides-mémoire, parce que c'est nous tous, en fait, notre petite équipe, le service santé, qui va venir tout gérer qu'est-ce qui est des formations qu'on donne à l'interne. Il y en a à l'externe, évidemment, parce qu'on n'est pas nécessairement accrédité pour tout type de formation, mais ça va être vraiment, exemple, le comité de santé et sécurité, qui est une nouvelle réglementation au niveau de la loi modernisant le régime de la LMRSST. On marche beaucoup par abréviation. Hein. Fait que si des fois vous avez des questions dans le chat, des abréviations, là, on marche avec ça aussi beaucoup. Donc, ça va être vraiment plus, on met à jour les formations qu'on donne aussi aux travailleurs. L'été, les travailleurs, ils sont plus nombreux. L'hiver, plus tranquille quand même, mais ça travaille tout aussi fort pareil. Fait que c'est exactement ça. Fait qu'on va donner comme exemple demain matin, je donne la formation SIMDUT par Teams pour notre plateforme. Euh, Hier, ça a été des réunions au travers de tout ça. On peaufine, comme je te disais, excuse-moi, les aides-mémoires, les programmes. Fait que c'est en plus de l'administratif, mais on se déplace quand même. Moi, j'ai la chance d'avoir mon bureau en centre de service, fait que je vois quand même au quotidien les boys, comme je dis, les petits gars. Fait qu'on a la chance de voir la petite famille en même temps. Fait que ça, c'est très, très diversifié. Puis, et j'y vais normalement là, 3 jours, 4 jours par semaine, moi personnellement. Ce qui nous est demandé, c'est d'être un 2 jours en présentiel, puis au pire un 3 jours en télétravail. Puis c'est sûr que quand on a des réunions, quand on a des formations, on va privilégier toujours en présentiel parce que c'est toujours plus le fun de voir un visage en vrai que de le voir à l'écran, mais ça l'a apporté aussi cette ouverture-là, la pandémie. Fait que c'est très, très varié, mais c'est le contact humain pour beaucoup. Contact humain, le fait d'aider aussi les gens. Puis c'est plus facile en présentiel. Des fois, exemple, Jimmy, il va peut-être pas m'écrire ou m'appeler des fois sur le cellulaire, mais quand je suis là, ben, il va en profiter pour me poser des questions aussi. Fait que c'est très, très varié, je vous dirais, mais c'est très diversifié. Ça, c'est clair. Et parlant de télétravail, j'ai remarqué, tu as le fond avec le pont aussi, il Oui. y a un lien avec les transports. J'ai tout noté ça. Félicitations. Caroline, tu en tant que technicienne en exploitation aéroportuaire, une journée typique ou une semaine typique dans ton travail ressemble à quoi là, exactement? Du moment où tu arrives, où tu repars, qu'il y a du télétravail, les responsabilités s'apparentent à quoi? OK, ben, un peu comme Mélanie, je dirais que c'est selon les saisons, en fait, là. Tu sais, comme dans cette période-ci de l'année, on est beaucoup en préparation de travaux pour l'été. Nous, dans notre équipe, on s'occupe de l'entretien, donc on fait du scellement de fissures, un peu comme on fait sur les routes, mais un petit peu plus spécifique pour nos aéroports, pour nos pistes, ce qui empêche l'eau de rentrer dans les pistes et se dégrader. Fait qu'on prépare des contrats pour ça. On en prépare aussi pour du marquage parce que c'est un des aides visuelles les plus importants pour les pilotes lorsqu'ils viennent faire leur atterrissage. On fait des reconstructions de l'entretien de clôture aussi parce qu'en plus d'éviter les gens à rentrer puis les véhicules, faut aussi se soucier des animaux qui pourraient rentrer puis occasionner des accidents. Donc, on fait beaucoup de contrats de ce temps-ci.
Puis, quand le printemps se pointe, là, l'action commence un petit peu plus. On se rend sur le terrain, on fait de la surveillance. Moi, en tant que chef d'équipe, je coordonne les techniciens qui ont à se rendre sur les différents chantiers. Comme je disais tantôt, on a 13 aéroports, 7 héliports subdivisés un petit peu partout dans le Québec. Fait que ça demande beaucoup de logistique. Fait que moi, mon travail, c'est de faire la logistique de transport pour ces différentes personnes-là, puis s'assurer qu'il y ait suffisamment de surveillants pour le nombre d'équipes qui fait les travaux. C'est beaucoup d'ajustements parce que les entrepreneurs, avec la météo aussi, là, nos types de travail s'ajustent en fonction de la météo. Puis l'autre volet, on a des travaux un petit peu plus de grande envergure, il faut se prendre un petit peu en amont. Fait que de ce temps-ci de l'année, un petit peu plus tard, jusqu'au début du printemps, on prépare ce qu'on appelle un plan d'exploitation pendant les travaux de construction. Et ça, ce que ça permet, c'est de faire le pont entre le projet, qu'est-ce qui va être réellement réalisé, et les exploitations, le day-to-day des aéroports, les va-et-vient des aéronefs. Fait qu'on veut que les travaux puissent se faire, mais de façon sécuritaire pour que les avions puissent continuer d'opérer. Parce qu'il faut dire que dans plusieurs de nos aéroports, ils sont soit enclavés, des îles, comme à Anticosti, on a un aéroport à Port-Meunier. À l'île aux Grues, c'est un aéroport qui est enclavé aussi d'une certaine manière. Il y a un traversier quand même. Ensuite, c'est à Basse-Côte-Nord, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de route. Donc, c'est la route principale, c'est les aéroports. Alors, on ne peut pas dire on ferme et on fait nos travaux. Donc, il faut essayer de concilier tout ça. Donc, ça fait partie de mes tâches principales, là. Toujours trouver des solutions, ça veut dire, j'ai l'impression aussi, puis ça doit être quelque chose d'assez motivant. Puis au Oui, puis niveau. Oui, oui, vas-y. oui, j'avais oublié que, dans le fond, tout ce travail-là, il ne pourrait pas se faire si on n'avait pas une excellente collaboration entre toutes les équipes. C'est primordial parce que si tout le monde ne se parle pas puis il ne dit pas ouvertement tous ces enjeux, on va arriver à avoir des problèmes pendant les travaux. Il pourrait y avoir des enjeux de sécurité aussi. Fait que c'est vraiment la cohésion de toute la grande équipe qui fait la différence. Mais justement, à quel point il y a un travail d'équipe aussi, à quel point, au-delà du fait qu'il y en a un, à quel point il est important quand on travaille dans les transports, par exemple, ce travail d'équipe-là, selon toi? Parce que c'est tellement multidisciplinaire qu'on ne peut pas tout connaître. On n'est pas responsable de l'entièreté de ce qu'on a à faire. Ça a des impacts sur une multitude d'intervenants. Donc, tout et chacun apporte des notions qui font en sorte qu'ensemble, on réussit à réaliser des grandes choses. Des grandes choses aussi. Est-ce que Jimmy, Mélanie, je ne sais pas qui veut répondre en premier, mais au niveau du travail d'équipe, allons-y avec Mélanie. Tiens, le travail d'équipe, à quel point il est important quand on est, par exemple, technicienne en administration santé et sécurité, à quel point il prend une place importante, le travail d'équipe? C'est certain que moi, on s'entend, là, je suis dans mon petit bureau, je connais pas nécessairement toutes les tâches là, je commence à les connaître quand même plus, mais la diversité des tâches que quelqu'un de terrain peut faire, euh, même au ministère, tu sais, un archéologue, on a des biologistes, mais justement, le secteur, dans le fond, comment il est divisé, c'est que nous, exemple, c'est la direction de Chaudière-Appalaches, de la Chaudière-Appalaches, CHIA, Capitale Nationale. Fait que toutes les directions comme ça, à l'interne, on a quand même une multitude d'emplois, puis on peut pas tout connaître pour la santé et sécurité, d'où l'importance d'avoir des Caroline, d'avoir des Jimmy, d'avoir des Eric qui nous aident, en fait, à comprendre les tâches afin d'effectuer correctement nos tâches à nous pour sécuriser leur travail. On peut mettre n'importe quoi comme procédure ou comme aide-mémoire, mais si c'est pas en lien direct, ou ben si Jimmy regarde ça puis il me dit non, non, ça fonctionne pas, là, ben là, c'est une perte de temps pour moi parce que je rejoins pas Jimmy. Et et vice-versa, tu sais, c'est le même principe. Puis, exemple, en direction, parce qu'évidemment, là, nous, on fait, tu sais, oui, on touche à Capitale-Nationale par les ponts, évidemment. On touche à Mauricie-Centre du Québec avec Drummondville, Victo et tout ça. Mais on touche aussi à l'Estrie. Fait qu'on on a quand même des limitrophes, des régions limitrophes. Le travail aussi qui est important entre directions, le contact aussi entre directions. Si moi, j'ai une problématique à Chaudière-Appalaches que Jimmy m'apporte, exemple, au comité de santé et sécurité, ben c'est certain que ça se peut que l'Estrie aussi l'ait, ça se peut que mon collègue en Outaouais, Ronald, l'ait aussi cette problématique-là. Donc, c'est vraiment le fait de comprendre pour mieux venir travailler en équipe, moins perdre de temps, quelque chose aussi qui est plus ressemblant à la réalité terrain, parce que la réalité bureau, réalité terrain, est complètement de mon apport, réalité de Caroline est complètement pas la même.
il y a quand même des ressemblances, mais on a complètement des choses complètement différentes. Fait que c'est l'importance de la connaissance du terrain, d'où l'importance de se parler aussi entre collègues pour avoir quelque chose de plus représentatif aussi pour nous, santé sécurité, de nos aides-mémoire et nos procédures et tout, et tout, et tout. Et Jimmy, ce faisant, peut-être qu'on aurait l'impression conducteur de chasse-neige, on est seul toujours, mais je veux savoir, est-ce qu'il y a un travail d'équipe? Puis si oui, à quel point il est important quand même quand on travaille comme conducteur? Ben, oui, ça a l'air, on paraît seul. Dans le fond, on est en constante communication avec, c'est notre chef d'équipe, dans le fond, qui va aller, avant qu'on, dans le fond, avant qu'on parte sur les routes, c'est lui qui va nous dire, allez à telle place, mettez tel matériel. On est en constante communication avec, là, justement, pour éviter qu'il y ait c'est pas dans, il y a souvent des microclimats. Exemple, Sainte-Clotilde peut faire telle température, à Beauzville peut faire telle température. C'est le chef d'équipe, lui, qui, dans le fond, qui va nous situer ou nous leader là-dedans, dans le fond, là, pour dire qu'est-ce qu'on met comme matériel. Fait qu'on est toujours en communication avec eux autres. De là, l'importance de justement avoir. J'avais fini, excuse-moi. Concernant ben, justement, c'est très intéressant, les outils pour parvenir à effectuer notre travail. Évidemment, toi, j'imagine, il y a le chasse-neige. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Puis, justement, parlant de ce que tu conduis, parle-nous un peu de c'est comment à l'intérieur exactement, au-delà du fait qu'on voit le chasse-neige avancer, reculer, tu sais, travailler. C'est comment exactement, à quel point ça peut être complexe puis intéressant, stimulant à utiliser? Ben, complexe, ça va le devenir, mettons, la première fois que quelqu'un touche à ça. Comme moi, la première fois que je suis arrivé, c'était, ben, tu sais, c'est pas juste une question de changement de vitesse parce qu'ils sont tous des camions rendus automatiques, mais il y a le système d'épandage, il y a notre communément appelé notre one-way, notre aile de côté, la vitesse de notre matériel, comment il sort, comment l'appliquer aussi. C'est pas juste de savoir d'arriver sur le chemin, mettre du sel, il faut savoir où c'est l'appliquer sur le chemin pour que ça ait un impact positif. C'est une question de coordination. Mais tu sais, quand on rentre, on commence, mais on est quand même très bien encadré. Là. Ils ne nous laissent pas aller tout seul puis fais ce que tu peux, mais on a quand même une belle formation, une bonne formation. Puis ça vient tout seul, dans le fond. Là. Ça demande beaucoup de coordination, mais à un moment donné, ça vient comme machinal. Voilà, Je exactement. trouve que Jimmy est très humble quand même, pour Ah, vrai, là, parce que pour avoir rentré dans le camion, il y a la conduite, oui, mais il y a comme un gros panneau avec plein de boutons qui vient dire qui fait quoi. Puis si justement, un moment donné, ça devient machinal, ils savent pertinemment où est le bouton qu'ils doivent peser sans même le regarder. Puis c'est tous les environnements aussi, hein, faut pas qu'il roule trop vite parce que là, s'il met de l'abrasif, pour pas que ça fasse effet, puis à telle température. Fait que c'est pour ça que des fois, qu'ils voient des chasse-neige aller à 40 km/h, mais il y a une raison. C'est pas parce il veut pas travailler, c'est qu'il y a une raison pourquoi il roule à 40 km/h parce qu'il est pas des choses comme ça. Fait que si le citoyen, malheureusement, ne le connaît pas, cette raison-là, mais je trouve que Jimmy est très humble quand même. Sont assez bons, les conducteurs de chasse-neige. Bon aussi, puis ça doit être plaisant à conduire. Ça, c'est sûr que tout le monde a envie ce côté-là du boulot. Mélanie, technicienne en administration, santé, sécurité, il n'y a peut-être pas de chasse-neige à proprement parler, mais c'est quoi les autres outils qui te permettent d'effectuer correctement ton travail? En fait, nous, honnêtement, les principaux outils, c'est nos équipements de protection individuelle, l'ordinateur, les cellulaires aussi beaucoup, mais tu sais, c'est principalement ça. Notre bouche aussi, notre mâchoire, hein, parce qu'elle travaille quand même beaucoup. Tu sais, j'irais même dans l'esprit d'ouverture. Ça nous prend quand même beaucoup. L'écoute aussi, fait que, tu sais, même si c'est pas physique, même si c'est pas, parce que oui, c'est fort, un chasse-neige, pour vrai, c'est puissant quand on embarque là-dedans, là. C'est incroyable comment c'est fort, fait que c'est un bel outil. Mais c'est vraiment plus ça. C'est nos outils, nos carnets, nos guides, nos bottes de construction, nos casques, nos dossards, nos lunettes, tout ça pour dire que tu sais, ça peut aller même jusqu'à un harnais, hein, si on veut faire des tâches en hauteur ou quoi que ce soit. Fait qu'on a une multitude. C'est sûr que c'est moins attrayant peut-être qu'un chasse-neige, mais ça reste moins fort qu'un chasse-neige, mais ça reste quand même des beaux défis, tellement diversifiés aussi. Fait qu'au moins, on a au ministère vraiment toutes sortes de petits métiers comme ça avec des petites perles au quotidien. Puis, Caroline, en tant que technicienne en exploitation aéroportuaire, est-ce que les outils ressemblent plus à ceux de Mélanie que peut-être ceux de Jimmy? C'est quoi les outils dont tu te sers au quotidien?
Ça ressemble beaucoup à ce que Mélanie mentionnait. Nos équipements de protection individuelle, vestes, casques, bottes, évidemment. On a aussi, comme Mélanie disait, l'écoute. Il faut être à l'écoute quand on est du côté piste. Il faut toujours être attentif à ce qui se passe, de prendre des distances par rapport aux aéronefs. Il y a comme un comportement, une culture de sécurité qu'on doit endosser quand on arrive du côté piste. Fait que ça, c'est primordial. On peut le considérer comme un outil parce que ça fait partie de la tâche. On a un ordinateur portable, évidemment, pour le travail de bureau. Toutes les séries Office, c'est important de la maîtriser. Certains de l'équipe possèdent AutoCAD aussi ou des logiciels de dessin 3D pour faire de la modélisation 3D. Puis, ils utilisent aussi des logiciels de traitement de données parce qu'on fait du relevé de drone aussi. Fait qu'on a quelques techniciens qui commencent à maîtriser les techniques. On a des drones dans notre équipe aussi. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, la portion terrain, je l'ai peut-être moins traité tantôt, mais on a à faire des relevés du côté piste, prendre des dimensions, rouler des distances, prendre des photos. On a aussi un appareil qu'on appelle un clinomètre qui nous permet de vérifier s'il y a des arbres qui sont trop hauts par rapport aux hauteurs tolérées par Transport Canada. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour des outils qu'on a besoin. Le tour. Puis parlant de ça, Caroline, pour justement devenir technicienne en exploitation aéroportuaire, c'est quoi la formation, c'est quoi les études, par exemple, que toi, tu as fait dans ton parcours académique, parcours professionnel? Le parcours ressemble à quoi dans ton cas? OK. Ben, il est tout à fait atypique, là, étant donné qu'il n'y a pas de formation en tant que telle là-dedans. Donc, quand j'ai pris le chemin du DEC en architecture, j'avais aucune idée que je m'en irais un jour dans la réportière. J'hésitais, architecture, génie civil, puis d'autres domaines. Finalement, c'est ça, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine de l'architecture, puis finalement, j'ai bifurqué vers le ministère des Transports et j'ai travaillé dans le génie civil sur les routes. Donc, j'ai fait de l'inspection de structure, j'ai fait des remplacements de ponceaux. Je donnais du soutien, en fait, aux équipes en centre de service. Puis, un petit mandat m'a été donné temporairement d'aller à l'île aux grues, faire des relevés, puis en tout cas aller voir, prendre des photos à l'aéroport là-bas. Puis, c'est à ce moment-là que le déclic s'est fait. J'ai dit, oh, OK, ça a l'air d'être vraiment un domaine qui va m'intéresser pour longtemps. Fait que c'est ça. Puis là, ben, j'ai appris sur le tas, oui. Puis, on a eu des formations internes et externes là, au privé. Mais comme je disais, il n'y a pas de DEC en tant que tel. Là. Donc, il y a des gens en génie civil, en géomatique, en architecture et d'autres types de domaines dans le domaine du génie. Plusieurs chemins qui peuvent y mener, mais qu'est-ce qui avait plus encore piqué votre intérêt, ton intérêt là-dedans, qui a fait en sorte, bon, je vais aller me renseigner, puis je vais essayer d'aller là. C'est quoi qui avait piqué l'intérêt au départ? Pour mon départ ou quand je suis arrivée en aéroportuaire? Les deux, OK. disons. OK. Ben, en architecture, j'aimais dessiner, j'aimais les ordinateurs, donc j'ai fait le mix des deux qui m'a amené à aller vers cette technologie-là de l'architecture. Puis à partir de là, ben, c'est ça, j'ai fait un petit bout de chemin routier parce que j'avais des intérêts, en fait, dans tout ce qui est construction, on dirait bien. Puis ces deux domaines-là m'aident aujourd'hui en aéroportuaire parce qu'on a des bâtiments, des aérogares, des hangars, des garages. Donc, tout ce bagage d'expérience-là fait en sorte que je comprends tous les aspects d'un aéroport. Fait que j'ai pas perdu mon temps, en fin de compte. Mélanie Pratt, comme technicienne en administration, santé, sécurité, ça ressemble à quoi ton parcours, tes études académiques, la formation? Dans ton cas, c'était quoi exactement? En fait, moi, j'ai débuté avec une technique juridique au Cégep Garneau, sachant absolument pas quoi faire dans la vie, bien honnêtement. Les lois, les règlements, tout ça, ça m'a toujours plus attiré. Donc, j'ai commencé avec ça parce que dans le temps, ça n'existait pas, la technique, là, du moins environnement, hygiène et sécurité au travail. Fait que j'ai commencé avec ça. J'ai rentré avec ça au gouvernement avec la grande porte, avec la CNESST, jadis la CSST. Donc, c'est vraiment le milieu juridique. Je travaillais aussi au palais de justice, j'ai travaillé au privé aussi comme technicienne juridique. Mais vraiment, le milieu juridique m'intéressait beaucoup plus. Je peux dire ça, grâce à la CSST, quand même, la prévention est vraiment rentrée. Je suis rentrée par la grande porte et la grande porte de la prévention m'ont accepté, on va dire comme ça. Puis j'ai vraiment vu la diversité de l'emploi qu'il pourrait y avoir. Puis c'est ça qui est le fun quand on rentre au gouvernement, pas juste au transport, encore plus au transport, mais quand on rentre au gouvernement, on est admissible, on va dire comme ça, à une panoplie d'emplois. On rentre là et on fait notre petit bout de chemin au travers de tout ça. Par la suite, c'était vraiment, comme je disais tantôt, la prévention. On n'avait pas la chance d'avoir
tout ce qu'on a aujourd'hui hein, pour trouver. Fait que tu sortais du secondaire ou en secondaire 4, tu fais, ah, qu'est-ce que je fais? Où c'est je m'en vais? Aucune idée. Tu vas faire un prix universitaire ou tu vas, tu te cherches tout simplement. Fait qu'on n'a pas la chance d'avoir tout ça. Fait que par la suite, là, j'ai fait quand même de nombreuses années à la CNSST. Puis je commençais à avoir besoin d'autres choses simplement. Puis c'est une amie qui m'a dit, hey, moi, je te verrais dans ce poste-là et le poste que j'occupe présentement au transport. Puis encore là, moi, par moi-même, je suis allée là, directement à l'université pour recommencer un certificat en santé et sécurité que j'ai terminé. Par la suite, là, j'ai enclenché le certificat en ressources humaines et là, je termine le certificat en administration pour avoir un bac multidisciplinaire en administration. Mais ça vient que toutes mes optionnels, mes cours optionnels vont plus porter vers la santé et sécurité parce que c'est le fait d'aider aussi les gens à comprendre parce que tu sais, les règles, les lois, les normes, c'est complexe en tabarnouche. Puis sur le terrain, pas qu'ils n'ont pas le temps pour regarder, mais s'ils peuvent se fier sur des gens comme nous, même principe que Caroline avec l'aéroportuaire, même principe que Jimmy sur la route, c'est une source, c'est une banque de connaissances en soi. Puis ça reste que c'est toujours le fun d'avoir ça. Fait qu'on est capable d'aider encore mieux nos collègues de travail là, pour la sécurisation. Fait que pour ma part, ça a été un peu comme ça, puis là, ça s'en est plus. Avec le temps, hein, on réussit à voir. Il y en a vraiment qui savent pertinemment qu'est-ce qu'ils vont faire à 16 ans. Bravo, tant mieux, Colin. Foncez, puis lâchez pas. Puis peu importe si vous vous rendez à l'université ou que vous avez un un DEP, ça reste que vous savez au moins quoi faire, puis vous faites quelque chose que vous aimez. C'est surtout ça, là. Puis c'est beau aussi d'être un peu indécis quand même. Ça rend tout comme plus stimulant, c'est une aventure. Mais, Mélanie, t'as dit une amie, t'as dit à toi, ah, je te verrais là-dedans. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Pourquoi, selon toi, elle te voyait là-dedans, ton amie? Sérieusement, il faudrait que je retrouve la conversation qu'on avait eue. Elle venait de changer justement pour un poste supérieur. Puis, tu sais, je commençais, comme je disais, je commençais à être un peu tannée. J'avais peut-être fait le tour un petit peu aussi là, des dossiers d'accident de travail. C'est lourd à traiter. Les gens, c'est pas que les gens sont lourds, mais tu sais, des fois, il y a des situations qui sont plus lourdes que d'autres. Mais j'aimais beaucoup, j'aimais prendre le temps. Mes dossiers d'accident de travail, c'était pas un numéro, c'était le nom d'une personne. Puis j'étais très plus axée à l'accompagnement de la personne que l'accompagnement du dossier ou des chiffres que la CNSST me demandait à l'époque. Fait que c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que j'étais plus dans j'étais plus dans la relation d'aide à la CNSST. Puis, tu sais, c'est quelque chose quand même que tu as ou que tu n'as pas. Habituellement, tu l'as ou tu l'as pas, ou tu l'as moins ou tu l'as plus ou moins. Puis le fait aussi que j'avais l'opportunité de plus échanger sur le sujet, alors que à la CNSST, tu es dans un cubicule et tu fais des appels, puis tu fais des ordinateurs, alors que là, c'est formation, je vais à l'extérieur, je me promène, je vais sur les chantiers, je vais voir les gars en centre de service, je vais découvrir aussi qu'est-ce qu'ils font. C'est très, très diversifié. Puis juste le fait de sortir de quatre murs, ouf, ça fait vraiment la différence. Puis d'après moi, c'est ça qu'elle a vu aussi que du fait que le fait de sortir, puis le fait de former les gens, parce que j'accompagnais déjà à la CNSST tous les nouveaux travailleurs là, qu'on avait au bureau pour les aider dans. Fait que c'est peut-être ça aussi, la relation d'aide qu'on pourrait dire qui lui a mis la puce à l'oreille, du moins. Et Jimmy, dans ton cas, les études de la formation pour pouvoir être conducteur de chasse-neige, pour travailler dans les transports, dans ton cas, ça ressemblait à quoi, cette formation-là? Ben, ça rejoint un petit peu ce que mes collègues disaient, dans le fond, c'est que moi, j'ai pas mal toujours travaillé dans des domaines manufacturiers, là. Pour faire une histoire courte, c'est entre quatre murs. Puis c'était des périodes de chômage qui pouvaient aller de 3, 4 à 5, 6 mois. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité, j'ai été chercher mon diplôme d'études professionnelles en transport, qui a fait que, bon, j'ai travaillé dans le privé. Puis je suis arrivé au ministère là, par un pur hasard, comme j'expliquais tantôt, à cause que mes amis travaillaient là, tout ça. Fait que la formation que j'ai eue, techniquement, il n'y en a pas sur le chasse-neige. Tu vas l'apprendre vraiment où est-ce que tu vas aller travailler. C'était tout nouveau pour moi. Mais mon DEP que j'étais chercher, dans le fond, j'ai dit, moi, j'aimais mieux aller chercher le maximum d'outils pour justement, advenant le cas que la manufacture ferme, quelque chose comme ça, au moins, j'ai de quoi dans mes poches qui me permet d'être bien outillé, si on veut, pour aller chercher le. Parce que au niveau de la formation, au niveau du chasse-neige, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment la conduite de véhicules lourds. Puis ça, c'est tout donné à la formation à l'interne, dans le fond, où est-ce que tu vas travailler. Mais ce pas les gens qui pensent toujours aller, comment je pourrais dire ça, on pense tout le temps au privé en premier.
Alors que l'avoir su avant, ou en tout cas, j'aurais peut-être fait mes choix avant, j'aurais été peut-être donné mon nom au ministère avant, mais il n'est jamais trop tard, mais ça ressemble pas mal à ça, je te La dirais. formation DEP, diplôme d'études professionnelles, Ouais. ça ressemble à quoi? C'est combien de temps? Est-ce que c'est des cours plutôt théoriques ou est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques quand on va en transport? Ben, je ne ferais pas de la pub, mais je veux dire, moi, j'ai fait au CFTC à Charlebourg. Dans le fond, c'est sur 4 mois que ça se donne. C'est un mois théorique ou un mois et demi théorique, à peu près sur 3 mois pratiques, qui donne l'obtention justement d'un diplôme professionnel en transport routier avec la classe 1, tout ce que ça implique. C'est pas mal ça. C'est un des DEP qui est le plus court à avoir. Et puis, ça donne techniquement 2 ans d'ancienneté en partant. C'est-à-dire, dans le fond, eux autres qui vont aller le passer aujourd'hui vont déjà peut-être même être prioritaires sur quelqu'un qui a déjà de l'expérience, mais qui n'a pas nécessairement son DEP en poche. Voilà. On est plus qu'à la moitié. J'en profite pour réitérer s'il y en a qui ont des questions pour nos experts. Jimmy, qui est conducteur de chasse-neige, Mélanie, technicienne en administration, santé et sécurité, Caroline, technicienne en exploitation aéroportuaire. Bref, des questions sur tout ce qui est transport. Il n'y a pas de questions idiotes ou de questions niaiseuses. Je les mets en avant-plan. Il reste encore une vingtaine de minutes, alors allez-y. Mais sinon, j'aimerais savoir, peut-être encore une fois, Jimmy, le moment où tu as su que tu voulais devenir conducteur de chasse-neige ou travailler dans les transports ou conduire de la machinerie, est-ce que c'était l'espèce de cliché petit gars, tu joues avec des camions? L'intérêt vient d'où dans ton cas? Ben moi, mon frère, à l'époque, il était camionneur. Puis juste le fait j'aime beaucoup parler, mais je veux dire, des fois, le côté solitaire de la chose. C'est-à-dire, oui, dans un chasse-neige, on est toujours en constante communication, mais on est tout seul dans le véhicule. Fait qu'on n'a pas comment je pourrais dire ça, à faire des conférences ou quelque chose comme ça. Pour quelqu'un peut-être qui est plus timide, mais moi, c'était l'attrait du. Tu es tout seul dans ton véhicule, tu fais ce que tu as à faire. C'est le côté solitaire à ce niveau-là, moi, qui m'a plus comme interpellé. Que ce soit, mettons, chasse-neige ou que dans le domaine du camionnage en tant que tel. C'est ce côté-là, moi, qui m'a plus attiré, si on veut. Ce côté-là vous a attiré aussi, puis il y avait l'inspiration de ton frère aussi qui travaille dans le domaine quand Oui. même. Mélanie, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est quoi le moment où peut-être tu as eu la confirmation cette fois que les transports, c'était fait pour toi, tu étais sur ton X? C'était quoi ce ou ces moments-là, ou peut-être c'était juste au fil du temps, mais est-ce qu'il y a un moment particulier où tu te souviens que, ah, ouais, je pense que c'est un domaine qui est fait pour moi? Pour vrai, je pense que c'est mes premières semaines au transport, justement, quand j'ai eu la chance, c'est rare là, quand même de nos jours, mais j'ai eu la chance moi, c'était un remplacement d'une retraite. Donc, la personne quittait à la retraite, j'ai rentré en août, la personne quittait en octobre, fait que j'ai fait le tour de mes centres de service et rencontrer les gens. Puis honnêtement, je suis très famille dans la vie, même personnelle. Fait que, tu sais, les relations aussi qu'on tisse avec ces petites personnes-là, c'est vraiment ça. Puis je pense aussi, c'est vraiment assez très, très précis. Mais j'ai eu la chance quand même de monter là, le pont La Porte aussi par l'ascenseur. Et à ce moment-là, quand tu es en haut et tu vois la grandeur du territoire, mais toutes les structures qu'on a, l'impact qu'on a sur les structures, oui, routières, hein, le pont, ça en est une, les routes principalement, mais tout l'esprit de camaraderie. Fait que je pense vraiment mes premiers mois au ministère, c'est vraiment là que ça a fait. Oh, OK, là, je pense que je suis à ma place à moi. Parce qu'on a chacun une place quelque part dans le monde. Je pense vraiment que c'est à ce moment-là, puis ça se peut que d'ici une dizaine d'années, je me dise, oh, finalement, c'est plus ça, j'ai besoin de plus encore, mais pour vrai, je pense que j'ai vraiment trouvé, je suis vraiment plus sur mon X présentement que je l'étais, là, même, je vais dire 6 ans, parce que ça va faire 6 ans en août que je suis au ministère des Transports. Donc, encore actuellement aussi sur le X. Caroline, toi, est-ce qu'il y a un moment qui a fait en sorte que tu es en exploitation aéroportuaire, tu t'es dit, ah, ben oui, c'est vraiment un emploi qui est fait pour moi, ou carrément juste le domaine des transports. C'était quoi là où les moments, tu te rappelles, tu t'es dit, ouais, je suis bien là, dans cet emploi-ci puis ce domaine-là? Je vais reconnecter un petit peu à Mélanie puis à Jimmy dans le sens que le travail extérieur, de sortir d'un bureau, parce que j'ai travaillé 2 ans en commission scolaire, c'est beaucoup, beaucoup de travail de bureau. Euh, Quand le poste est ouvert à Saint-Jean-Port-Joli en centre de service, je dis
j'avais un appel de sortir dehors, de le faire de l'extérieur. J'aime le plein air, donc d'aller me promener. J'avais l'impression de retourner quand j'étais enfant avec mes bottes de caoutchouc, d'aller inspecter des structures. On part peut-être toujours à 2 ou à 3 des fois. Fait que dès ce moment-là, c'est ça, je sentais que je contribuais à quelque chose, puis en plus, ça s'alliait avec mes passions. Quand l'aéroportuaire est arrivé, comme je disais, en traversant en avion du côté de l'île aux Grues, le fait de survoler des beaux territoires, parce que là, après, j'ai eu à traverser, à me rendre à d'autres endroits. La basse Côte-Nord, c'est superbe. Bonaventure, c'est superbe aussi. Je me suis rendue jusqu'à Matagami en route. On se rend compte de l'étendue de notre territoire. Puis, il y a plein de gens dans tous ces endroits-là qui sont super accueillants. Donc, c'est ça aussi, c'est motivant à vouloir rester. Chacun met la main à la pâte, en fait, pour toujours rendre ça sécuritaire, puis que les usagers soient contents, en fait, de venir dans nos installations. Tu sais, je sens que les trois, vous êtes assez passionnés, vous êtes justement contents de faire ce que vous faites. Ça, c'est un luxe aussi, mais qui est accessible à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Peut-être justement, Caroline, comme technicienne en exploitation aéroportuaire, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans le métier et le domaine en tant que tel? Tu sais, parce qu'on a tous et toutes des journées un peu moins bonnes. Moi, le premier, ça arrive. Des fois, c'est la faute ni de l'emploi ni de nous. Ça arrive, c'est comme ça, c'est bien correct. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu es toujours contente quand même de revenir travailler le lendemain? Qu'est-ce que tu trouves de valorisant dans ton métier? Bien, c'est beaucoup les échanges avec les gens, l'aide que je peux leur apporter, puis des enseignements qu'ils m'apportent quand je vais sur place aussi. C'est la même chose de découvrir qu'est-ce qu'ils vivent, puis après ça, de ramener ça dans le bureau pour quand on réfléchit à notre plan de match, parce qu'il s'en vient des travaux, ben là, je me rappelle leur témoignage, je me rappelle, puis avec Teams maintenant, ce qu'on n'avait pas avant la pandémie, là, avec Teams, c'est tellement plus facile. Quand j'ai commencé dans l'aéroportuaire, on se parlait au bout de téléphone, puis on se voyait peut-être 2 fois par année à Québec pour des, des rencontres ou des formations. Maintenant, ben, c'est tout au bout des doigts, tout 5 minutes, on se parle, on se voit. Donc, ça rend vraiment le travail, je dirais, très varié, puis très humain. Même Très si ça varié. n'a pas l'air de... Oui, c'est ça, ça n'a pas l'air de ça, mais ça l'est beaucoup. Ça, c'est très important. Oui. Mélanie, le fait que ce soit humain, est-ce que c'est ce que tu trouves aussi quand tu travailles comme technicienne en administration santé et sécurité de plus valorisant? C'est quoi, selon toi, qu'il y a de plus gratifiant dans ton domaine? Des fois, tu disais, hein, il y a des journées, fait, ah, je le fais le moins, ça me tente pas, ou ça me tente pas de, des fois, ça me tente pas de me lever, même me connecter, ou même me dire rendre au centre de service. Mais juste le fait de euh, un merci. C'est niaiseux des fois, hein. Caroline l'a très bien résumé, puis tu sais, je hochais de la tête. Puis c'est complètement ça, le fait d'aider aussi, le fait de, tu sais, juste des fois de, hey, tu sais, où que je peux trouver ça? Ben, parfait, je le sais. Attends, je vais te le tu sais, le contact est tellement facilitant, surtout en 2025 avec tous les réseaux qu'on a, mais le fait d'aider aussi, tu sais, c'est sûr qu'on outrepasse toujours un petit peu nos mandats, là, évidemment, hein. Mon bagage avec la CNESST fait en sorte que ça se peut que je vais aider autant des gestionnaires que des travailleurs dans leur dossier, mais le fait de se sentir utile, tout simplement, pour améliorer, oui, le réseau, oui, mais surtout dans mon cas, c'est la sécurisation. Tu sais, si je sais que un travailleur va mettre. Tu sais, on veut jamais gérer un mortel. J'ai jamais eu à gérer un accident mortel, mais on souhaite jamais. Puis je me posais justement la question la semaine dernière, parce que malheureusement, j'ai des collègues qui ont dû à gérer ça dans les dernières années. J'espère jamais avoir à gérer ça. Puis moi, je pense que c'est comme ma preuve à moi pour me dire tu as bien fait ta job si on n'est pas responsable d'un accident de la route, d'un usager qui est sur son cellulaire ou dans les facultés affaiblies par X composantes, mais ça reste que plus qu'on fait d'efforts pour moi, pour ma part, plus qu'on fait d'efforts pour justement sécuriser les travailleurs, bien plus qu'on est fier, tant qu'à moi, de notre job, puis du travail qu'on fait. Puis la collaboration aussi, pour moi, c'est super important. Une personne avec qui on s'entend moins bien, hein, c'est normal. C'est comme un peu régulier malgré tout. Mais ça reste que je dois respect à cette personne-là comme elle me doit respect. Fait que, tu sais, la manière que c'est apporté, fait que c'est vraiment ça, je pense. C'est vraiment le fait que euh, la reconnaissance, ça peut avoir n'importe quelle facette. Je suis pas obligée d'avoir 1 000 $ dans mon compte. Toujours plaisant, on s'entend, là, mais ça arrivera peut-être pas. Ben, ça arrivera pas. Euh, mais juste un merci, juste un hey, merci. Colin, ça me fait du bien. Puis, tu sais, hey, merci d'être là. Puis, tu sais, merci de nous aider au quotidien.
juste ça, des fois, tu sais, je le dirai jamais assez, je la ferais pas, la job à Jimmy, là. Clairement, je la ferais Pas pas la parce que tienne non premièrement, plus. je suis beaucoup trop gauche de toute façon dans la vie, ça c'est clair que je la ferais pas, mais tu sais, c'est impressionnant, mais une chance tu sais, une chance que Jimmy est là, une chance que ma collègue Sandy est là aussi, tu sais, on est quand même une belle famille, puis tu sais, des fois, c'est juste puis je leur dis souvent parce que, tu sais, officiellement, on s'occupe du physique, nous, on s'occupe pas du psychologique, même si c'est super important quand même au ministère, mais tu sais, je leur dis, si vous me parlez pas à moi, parlez à votre collègue, votre ami, qui devient par la bande un ami. Si vous faites confiance en quelqu'un, tu sais, soyez là les uns pour les autres. C'est niaiseux à dire, mais c'est ça pareil en 2025. On est là, on est rendu là. Même si on est à 3 heures, 5 heures de route, des fois 1 heure de route ou une demi-heure. Dans le cas de Jimmy, j'étais à une demi-heure de route d'où il travaille. Mais ça reste que c'est de se sentir apprécié, de se sentir aussi soutenu dans nos tâches, autant par nos gestionnaires que nos collègues de travail, là, je pense. Absolument. Tu as mentionné Jimmy. Toi, Jimmy, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant de travailler comme conducteur de chasse-neige? Qu'est-ce que tu trouves gratifiant dans ton emploi puis qui fait en sorte que tu as le goût d'y revenir déjà le lendemain matin? Ça rejoint pas mal à ce que Mélanie disait, dans le fond, sauf que les gens ne peuvent pas nous le dire personnellement. Là. On se fait plus. Les gens sont souvent impatients, mais euh, l'ambiance au travail, je pense que c'est quand même très important. On est une petite équipe l'hiver, de revoir les collègues de travail, même s'il neige. Moi, je suis quelqu'un, ça fait que ça. C'est un petit peu paradoxal, le fait que moi, je déteste l'hiver, mais j'aime ça quand même gratter. Fait que ça me permet quand même d'avoir une certaine revanche. L'hiver me permet d'apprécier le côté estival, si on veut. Puis le fait de sécuriser, oui, on est la première ligne d'attaque, si on veut, sur le fait que si on veut que tous les gens se rendent au travail, ben il faut déneiger le chemin aussi à quelque part. Fait que c'est un service qui est essentiel à ce niveau-là. Puis ça, c'est gratifiant, même si on ne se fait pas remercier toutes les fois. Mais c'est ça la beauté. Quand tu as fini ton chiffre, tu as le sens du devoir accompli, dans le fond. Là. Puis moi, je pense que c'est ce côté-là que j'aime bien. Le sens du devoir accompli, ça, c'est important de se sentir utile. Et, ça m'amène justement à parler les trois des conditions. Je veux pas, peut-être encore une fois, Jimmy était sur sa lancée, mais je veux pas savoir le salaire exact ou des détails qui pourraient être indiscrets, mais je veux savoir, selon toi, comment tu évalues les conditions quand on est conducteur de chasse-neige, autant au niveau de l'horaire, au niveau des corps de travail, ça peut être juste des sorties entre collègues, des clubs sociaux, je sais pas, mais puis peut-être, oui, du salaire plus à l'échelle globale, sans chiffre précis. Selon toi, tu évalues comment les conditions? Ben, moi, les conditions, dans le fond, c'est sûr que si on prend par rapport au privé, oui, peut-être qu'il y aurait peut-être un avantage au niveau financier, mais il faut voir au-delà de ça. C'est que moi, j'ai 3 jeunes enfants, dans le fond, puis c'est le meilleur horaire pour faire la conciliation travail-famille. J'ai une horaire déterminée 6 mois d'avance dans la période hivernale, 6 mois d'avance dans la période estivale. Fait que juste d'avoir notre horaire pendant 6 mois d'avance, c'est déjà un plus pour céduler les rendez-vous, quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment là-dessus que je mets l'emphase, dans le fond. Là. Puis avec la dernière convention qui a été renouvelée, je vais aller dans le même sens que toi. Je ne dirais pas de chiffre, mais on se rapproche beaucoup là, présentement du privé. Puis en plus, on a une formation. On a des formations à l'interne. C'est toujours, j'aimerais dire, notre ambiance de travail, c'est nous qui la faisons avec nos collègues. Tout ça en même temps. Euh, moi, les horaires, c'est ce qui a comme pris le dessus sur ma décision d'aller au ministère par rapport au fait qu'on a quand même une certaine latitude au niveau des horaires par rapport au privé d'où ce que j'ai été avant. Fait que moi, là-dessus, c'est vraiment là-dessus qui a fait que j'ai jeté mon dévolu au ministère, puis ça va faire 7 ans là, au mois d'avril. Là, fait que je regrette rien jusqu'à maintenant. Il y a de la malléabilité. Ouais. Malléabilité aussi, c'est toujours Oui, très bien. oui. Caroline, quand on travaille comme technicienne en exploitation aéroportuaire, les conditions ressemblent à quoi globalement? Puis toi, es-tu satisfaite personnellement aussi de ces conditions-là? Oui, ben, un peu comme Jimmy, moi aussi j'ai des enfants. Donc, la conciliation travail-famille est super importante dans mes valeurs et en fait, ça m'offre ce terreau-là en travaillant au ministère, de pouvoir avoir un petit peu plus de présence chez moi, d'avoir un horaire quand même pas trop lourd. 35 heures semaine, c'est quand même raisonnable aussi. Donc, je suis capable de mettre le temps que je veux avec mes enfants pour les voir grandir. Ensuite, ben, on a quand même des bons avantages au niveau congé, au niveau
horaire variable aussi, parce que dans le fond, on n'est pas un horaire fixe. On a des marges de manœuvre le matin, des marges de manœuvre le midi, des marges de manœuvre le soir, si bien que ça, des fois, ça nous permet, au lieu de prendre un rendez-vous, ben on commence juste un petit peu plus tard pour être capable de prendre un rendez-vous. Fait que c'est tout ça. Puis nos gestionnaires sont ouverts aussi. L'honnêteté est toujours de mise, évidemment, mais c'est ça. Ça nous permet d'avoir de la marge de manœuvre puis d'être capable de minder avec les différentes facettes de nos vies. Puis Mélanie, dans ton cas, tu es technicienne en administration, santé, sécurité. Comment tu évalues les conditions de ton côté? Puis en es-tu satisfaite, toi, personnellement? Ben, en fait, c'est sûr et certain qu'on veut toujours plus, hein, ça c'est ça. Puis faut pas la mentalité aussi que les fonctionnaires ils gagnent un prix, un salaire incroyable. Puis non, malheureusement, c'est sûr que ça peut toujours être mieux, mais quand même, tu sais, tout qu'est-ce que Caroline et Jimmy ont apporté comme sujet. Moi, en plus que j'ai pas d'enfant, donc tu sais, je gère mon propre temps, ce qui me permet de faire 3 cours cette session-ci à l'université, d'avoir des activités, de pouvoir aussi cumuler du temps. Fait que, tu sais, on a de la, peut-être pas présentement parce qu'on est en restriction au niveau là, des heures supplémentaires, mais exemple, moi, j'ai la chance d'avoir, comme Caroline, peut-être aussi de mémoire comme Jimmy aussi, mais tu sais, par exemple, quand on fait des heures supplémentaires, on peut se faire payer. Donc, directement sur la paye ou compenser jusqu'à un certain point. Fait que si, exemple, moi, mes 4 semaines de vacances, je suis rendue à 4 et demi, je sais plus trop, là, de vacances que j'ai annuellement. Mais si je veux avoir 6 semaines, ben, je vais pouvoir dans ma banque, tu sais, disposer là, de mes congés. C'est sûr et certain qu'il y a des droits de gestion qui se passent. Je ne prendrai pas 6 semaines de suite, évidemment, parce que je pense que j'ai des collègues qui vont peut-être s'ennuyer, hein, évidemment. Ils vont s'ennuyer incroyablement. Mais ça fait aussi que, tu sais, je peux me promener aussi. Fait que si, exemple, je veux faire toute ma semaine à Chibougamau, tant qu'à monter, hein, on maximise, mais je ferai toute ma semaine à Chibougamau à ce moment-là. Mais tu sais, il y a toujours la distance aussi les travaux à distance qui nous permet de. Fait que c'est sûr que tu sais, les maladies aussi, on en a. Puis comme Caroline disait, la confiance, tu sais, si mon employeur voit, puis tu sais, si des fois il y a des rebounds du patron de Jimmy qui dit ouais, Mélanie elle est jamais là, puis elle répond pas à mes courriels, bien évidemment, tu sais, il y a quand même, oui, il y a quand même une confiance, mais tu sais, c'est pas unilatéral. Il faut que ça soit d'un sens comme de l'autre. Il y a aussi, on se le cachera pas, le fonds de pension. Le fonds de pension qu'au privé, ils en ont pas. Ben, il y a quelques entreprises, quand même, grosses entreprises qui en ont, mais ça reste que c'est quelque chose, même si on a 18, 19 ans, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser aussi parce qu'un jour, on va espérer tout prendre une retraite en bonne santé et pas être cloîtré à la maison en attendant que le soleil se couche pour se coucher. Faire des activités, continuer à vivre, hein, parce qu'on vit de plus en plus vieux. Donc, l'important, c'est, oui, peut-être prendre une retraite plus tôt que prévu, hein, on va se le souhaiter tous, mais en bonne santé pour pouvoir en profiter. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que, et en plus que qu'est-ce que Caroline, Jimmy disait, ben, le fait que d'avoir un fonds de pension, on ne le se cachera pas, c'est super aussi. C'est pas, tu peux pas mettre ça sur un relevé de paye, un fonds de C'est pension, vrai. mais il est là. Il est là, puis il est très, très pratique aussi. Exactement. Environ 5 minutes, j'en profite pour dire encore une fois, s'il y en a qui ont des questions pour nos 3 mentors aujourd'hui, ben n'hésitez pas, allez-y, il n'y a pas de questions idiotes, au contraire, moi je fais le relais. On a encore le temps, on a quelques minutes devant nous. Mais j'aimerais savoir, justement, on en parlait quand même de ce qui vous plaisait dans votre domaine. Mélanie, tiens, pourquoi pas, selon toi, c'est quoi les qualités qu'un jeune ne doit pas nécessairement détenir absolument en ce moment, mais selon toi, devrait développer pour soit travailler comme technicienne en administration, santé et sécurité, mais surtout peut-être être juste heureux ou heureuse dans ce domaine-là. Selon toi, c'est quoi ces qualités-ci? De ne pas être gêné de poser des questions. Tu viens exactement de le dire, il n'y a pas de questions niaiseuses. De ne pas être gêné de poser des questions. Pas juste ce midi, là, en tout temps. D'être curieux. Ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. D'être curieux, de poser des questions, de ne pas se penser d'avoir la science infuse, parce que, tu sais, il y en a quand même, jeunes ou moins jeunes, qui pensent avoir les informations à tout. Euh, D'aider aussi, d'être disponible, d'être à l'écoute. Euh, Ça se développe. Il y en a que c'est plus facile que d'autres. Euh, Peut-être que une certaine maturité aussi fait en sorte que ça devient plus facile, mais de pas être gêné, Pas de être gêné. foncer. Puis on est mieux de se tromper, de mettre un genou à terre, de se relever une fois que les forces sont revenues, ou peu importe la situation, de d'oser. D'oser simplement aussi. Puis si vous vous trompez, c'est pas grave.
on repart et on met ça sur neutre, on met ça sur le drive, puis on repart simplement pour faire un parallèle avec les transports. Fait que c'est simplement ça, de oser. Puis si vous vous trompez, c'est tellement pas grave. Absolument, c'est pas grave du tout. Jimmy, pour être conducteur de chasse-neige, ça prend quoi selon toi comme qualité ou essayer de développer le plus là, ces qualités-ci, pas nécessairement des détenir là, mais ce serait quoi les qualités que tu conseilles aux jeunes de pousser le plus possible? Ben moi, je résumerais ça en une chose, c'est par rapport à quelqu'un qui voudrait faire ça, euh, juste travailler au ministère, c'est se donner une qualité de vie. Le fait d'avoir des horaires stables, euh, juste ça, c'est déjà beaucoup. Le taux horaire, oui. Au niveau des qualités, je te dirais dynamique, surtout beaucoup de patience, parce qu'on le voit sous nous, dans le fond, on est toujours sur le chemin, on voit les gens, on reconnaît plus. Quand on ne l'a jamais embarqué, des fois, on peut se donner une idée, mais le fait d'être, on apprend, ça prend de la patience, ça prend, c'est vraiment le seul mot qui me vient en tête. La patience, oui, la passion, c'est déjà beaucoup. Mais moi, je garde en tête que donner une qualité de vie aussi. Si tu veux faire ça, c'est parce que tu l'as déjà soit vu par, comment je pourrais dire ça, t'aimes chauffer des camions en partant, mais le fait de travailler au ministère t'apporte une qualité de vie que tu n'auras peut-être pas ailleurs non plus. Là. Oui, ça c'est un très bel avantage aussi. Caroline, de ton côté, pour être technicienne en exploitation aéroportuaire, ça prend selon toi l'envie de développer quelle qualité chez les jeunes là, qui nous regardent à brancher sur mon avenir? Ben, je pense que ça prend de la curiosité parce que c'est pas un domaine encore là qui est très balisé encore tant que ça au niveau de formation. Il faut être prêt à oser embarquer dans des choses qu'on connaît pas toujours, tu sais, suivre un peu son cœur puis dire ben regarde, ça me parle, j'ai envie de l'essayer. Puis c'est pas grave si on se trompe puis qu'au final, on prend un autre chemin, ça va juste faire partie de notre bagage d'expérience, puis ça va juste nous enrichir en fait. Après ça, ben, c'est sûr que d'avoir de l'observation, je pense que d'avoir un bon sens d'observation, c'est important quand on a à se rendre sur le terrain, quand on a à prendre des relevés, d'être attentif à notre environnement toujours pour être sûr de ne pas créer de danger sur, sur les pistes, mais aussi d'être attentif à, bon, est-ce qu'il y a de la faune qui a rentré du côté piste? Tu sais, c'est d'être attentif à son environnement. Puis, évidemment, faut être prêt aussi à mettre le cellulaire de côté pour être capable de se concentrer. C'est d'ailleurs interdit du côté piste de se promener avec son cellulaire parce qu'il peut arriver des accidents puis on n'est pas autant attentif. Et ça permet une déconnexion aussi. Puis de connecter avec notre environnement et avec les gens. Fait que c'est pas mal ça au niveau des qualités là, que ça prend. Et, il reste 2 minutes seulement. C'est presque la fin. Moi, je terminerais quand même, parce qu'il n'y a pas eu de questions jusqu'à présent. Moi, je toujours se dire que nos expertes sont clairs et concises. Mais ben, pourquoi pas, Caroline, ce serait quoi ton conseil pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur Mon Avenir avec Jeunes Explos, qui veulent peut-être juste faire ton métier ou aller dans le domaine des transports ou qui sont curieux d'en apprendre un peu plus? Ce serait quoi ton conseil? Ben, en fait, s'il y a des choses qui vous ont intéressé dans ce qu'on a dit ou dans d'autres présentations, ben, soyez curieux, comme Mélanie disait, là, soyez curieux, allez voir sur Internet, allez vous renseigner comment ça fonctionne, comment s'inscrire, c'est quoi les durées de ces formations-là, puis tout ça. Puis après ça, osez, essayez, puis c'est pas la fin du monde si vous vous trompez, là, c'est pas grave. Faut pas se stresser avec ça parce que après ça, ça nous suit. Tu sais, mon bagage en architecture me suit, mon bagage que j'ai fait sur le terrain en génie civil me suit. Donc, ça s'accumule, ça. C'est pas, c'est pas T'accumules aussi. Toi, Jimmy, de ton côté, ce serait quoi ton conseil pour les jeunes? Ben, ça rejoint un petit peu ce que Caroline disait, dans le fond. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense, au niveau des concours, à l'époque, nous, il y avait des concours, il fallait s'inscrire au concours. À cette heure, il n'y a plus de concours. Tu peux aller donner ton nom. C'est pas grave de se tromper, ça peut arriver à n'importe qui, mais d'essayer de persévérer aussi à quelque part, mais tenter sa chance, c'est se donner une chance aussi. Là, si jamais quelqu'un ne veut pas aller dans le privé, ben, c'est un bel endroit, dans le fond, pour venir faire carrière, carrément. Absolument. Mélanie, le mot de la fin, ton conseil pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur Mon Avenir avec Jeunes Explos, qui peut-être veulent aller dans le domaine des transports, ce serait quoi? Ouvrez-vous des portes, posez des questions, apprenez, ayez l'esprit ouvert, permettez-vous aussi de vous écouter simplement. Euh, on a la chance en 2025, ce qu'on n'avait pas, nous,
Quand j'ai fait mon secondaire, d'avoir tout ça, j'avais un conseiller en orientation qui nous faisait passer des tests qui finalement, je pense que j'aurais pu être religieuse selon les résultats, ce qui n'est clairement pas le cas. Puis de toute façon, on s'entend que c'est juste pour dire que les tests en ce temps-là, c'était vraiment n'importe quoi. Mais on se le cachera pas quand même. On va appeler un chat un chat. Mais permettez-vous de changer de branche? Permettez-vous de poser des questions? Moi, je sais qu'au ministère, c'est possible d'avoir des journées, exemple, là, de passer la journée avec quelqu'un sur le terrain. Je sais qu'ils ont de l'ouverture aussi pour ça. Euh, c'est ça, poser des questions. Puis si, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement facilitant d'avoir réponse. Des fois, c'est pas toujours très, très juste comme réponse, mais du moins, vous avez Jeune Explo qui vous permet d'avoir justement des stages, mais aussi poser des questions. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas nous dans le passé. Fait que osez simplement. Soyez Oser. curieux. Curieux, la curiosité, c'est toujours payant, puis des bons conseils de votre part. Merci beaucoup, beaucoup, Jimmy Dubé, conducteur de chasse-neige, Mélanie Pratt, technicienne en administration santé et sécurité, Caroline Roy, technicienne en exploitation aéroportuaire. Merci pour votre temps, c'était très intéressant. Merci aussi à notre partenaire qui est le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, communément appelé le MTQ. Merci à tout le monde qui était présent en direct, mais c'est rediffusé, c'est jamais perdu, ça va être sur Internet, là, on le met Jeunes Explos. Il y a des informations à aller chercher justement sur les sites, les réseaux sociaux de Jeunes Explos, des informations sur les stages d'un jour, etc. Donc, sur ça, je vous souhaite à tous et à toutes, et à vous trois aussi, nos experts, une très belle journée. Merci, toi aussi. Merci. Merci beaucoup tout le monde.